Chers amis de la pensée des hommes, fidèles et éventuellement nouveaux venus, bienvenue. Merci d'être avec nous pour cette émission consacrée à un beau sujet, l'histoire de la matière, c'est-à-dire notre histoire. Et pour en parler, un homme qui en connaît un bout sur la question et que vous découvrirez avec moi après le générique. Professeur Jacques Ress, vous avez publié aux Presses universitaires de France, excusez du peu, dans la collection L'interrogation philosophique, et j'insisterai sur ce point, un très beau livre, qui a deux titres, La longue histoire de la matière, mais vous démasquez aussitôt, par le sous-titre, une complexité croissante depuis des milliards d'années. Vous êtes donc capable de raconter l'histoire du réel. Ça, c'est au lecteur en juger. Du moins, c'est effectivement ce que j'ai essayé de faire en partant du début, ou disons à peu près du début, donc peu d'instants après ce que l'on appelle le Big Bang, pour essayer de retracer effectivement cette longue histoire, plus que 13,7 milliards d'années, qui va de ce moment initial jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à cette période que nous connaissons, où vit sur Terre l'Homo sapiens, capable lui-même de d'écrire de nouveaux chapitres de l'histoire de la matière. C'est la première fois que ça arrive dans l'univers, qu'on soit capable de raconter sa propre histoire. Ça, je le pense. Ça, je le pense, effectivement. Je crois qu'il y a peu d'hésitation. Le lapin ne raconte pas l'histoire de la matière, alors que l'Homo sapiens est capable ou pense être capable de raconter l'histoire de la matière. Est-ce qu'il ne faut pas remarquer que ce n'est pas toujours la même histoire que l'Homo sapiens s'est racontée. Il n'y a pas si longtemps raconté une toute autre histoire que la vôtre. Ça, c'est certain, mais effectivement, on est capable, comme scientifique, c'est mon propos, de raconter aujourd'hui, imparfaitement certainement, mais enfin d'en dire beaucoup plus sur l'histoire de la matière qu'on ne l'aurait pu à l'époque d'Aristote, ou même il y a encore un siècle, ou même il y a encore 50 ans. Bien évidemment. C'est en votre qualité de chimiste spécialisé, je dirais, en physico-chimie, en chimie physique, et aussi, disons-le en passant, membre de notre académie, ce qui n'est même pas rien, que vous vous exprimez. Oui, je ne sais pas si je m'exprime comme un chimiste. En fait, pour raconter une pareille histoire, il faudrait être tout à la fois physicien, chimiste, biologiste, spécialiste des matériaux. Bon, ce que je ne suis évidemment pas, je ne suis pas tout cela. Ceci dit, j'ai jugé utile, j'ai tenté de la raconter, cette longue histoire, du point de vue d'un généraliste. C'est ce que je dis d'ailleurs au début, et non pas d'un spécialiste. Je déplore personnellement l'hyper-spécialisation des sciences actuellement, et je crois qu'encore aujourd'hui, même si on a fait, ce qui est mon cas, toute sa carrière dans le domaine, comme vous l'avez dit justement, de la chimie physique, de l'état liquide, donc des sujets relativement pointus, je crois que pour autant qu'on ait une certaine culture scientifique, mais qu'il n'est pas si difficile d'acquérir, on peut aussi, par moment, dans sa vie de scientifique, prendre le point de vue du généraliste. C'est le point de vue que j'ai pris dans l'ouvrage. Le début que vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez même risqué un chiffre, 13,7, c'est ça, milliards d'années. Oui. Est-ce qu'on ne disait pas, il n'y a pas si longtemps, 15 milliards? On a vu ça au rabais? Oui, on a vu ça au rabais, mais je ne crois pas non plus qu'il faille trop s'attacher à ces chiffres. En effet, il est évident que pour déterminer de tels âges, d'une part, bien sûr, on n'a pas de vrai chronomètre, mais on a, disons, des cosmochronomètres qui sont fiables jusqu'à un certain point, donc que ce soit 15 ou 13,7 ne change rien.
il est certain que les cosmologistes sont très fiers de pouvoir dire 13,7, avec, je pense, d'excellentes raisons de dire que c'est un tel chiffre. Mais, disons, pour savoir comment on arrive à de pareils chiffres, disons, ça relève d'une technicité, ce n'est pas peut-être le bon endroit pour aborder cela. Enfin, on a un chiffre hypothétique, parce que tout ce que vous nous proposez, ce ne sont pas des certitudes. Ce sont des modèles, ce sont des hypothèses. Oui, je crois que la science fonctionne essentiellement comme ça. Maintenant, il est évident que dans ce que je propose là, il y a des choses qui sont incontestablement, disons, acquises, d'autres qui le sont moins, et d'autres qui le sont peu. Je veux dire que lorsque l'on évoque, et on en parlera peut-être, des transitions du type non-vie-vie, eh bien là, il est évident qu'on est tributaire de modèles, de scénarios, mais qu'on ne peut discuter que de plausibilité des scénarios et certainement pas de certitude. Bon, il y a deux grands chapitres. Hein. Il y a la formation de la matière elle-même, et puis il y a ce qui nous intéresse en particulier, l'émergence au sein de cette matière de ce que nous appelons les formes vivantes. Si vous voulez bien, on commence par le début. Le début, le Big Bang, est-ce qu'on en est sûr finalement? Est-ce que c'est un bon modèle? C'est-à-dire que ce que je crois que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que le Big Bang a ceci de très particulier, c'est que on est là dans des situations de température, d'énergie, dira-t-on, telles que si l'on voulait faire une description rigoureuse de ce tout premier instant, il faudrait disposer d'une théorie dont on ne dispose pas. Il faudrait pouvoir réconcilier la mécanique quantique et la relativité générale. C'est évidemment une rude tâche à laquelle des générations de physiciens s'emploient, mais c'est toujours inachevé. Donc là, il est évident que cet instant initial peut être une singularité. Elle est surtout singulière dans le fait qu'on ne dispose pas d'outils théoriques pour en traiter. En revanche, après, et peu de temps après, ça se chiffre vraiment en toute petite fraction de seconde, alors les conditions de température dans ce jeune univers sont telles que l'on a les outils pour décrire, mais on n'a pas d'observation directe. On a d'observation directe, je dirais, et directe est peut-être encore un mot abusif, que, disons, à propos d'un univers qui aurait quelques centaines de milliers d'années, lorsque il y a ces phénomènes dont on voit encore des traces, qu'est ce que j'appelle moi dans le livre la flamboyance initiale, c'est-à-dire que jusque-là, l'univers était tellement chaud, la matière était dans un état qu'on appelle plasma, l'univers est opaque, et puis là, il devient brutalement lumineux. Et encore aujourd'hui, nous baignons dans cette lumière initiale qui a tout à fait changé de longueur d'onde, parce que comme l'espace a grandi, les longueurs d'onde se sont étirées, comme si on dessine des petits traits sur un élastique et qu'on tire l'élastique. Les longueurs d'onde se sont fortement augmentées, et alors ce que l'on voit aujourd'hui, c'est cette flamboyance initiale, mais on ne peut plus la voir à l'œil. On la voit dans un domaine de fréquence qui est un domaine des micro-ondes, et c'est le fameux rayonnement fossile. Rayonnement fossile, mais qui est une sorte d'écho refroidi, je dirais, et atténué de cette flamboyance. C'est ça, et qui est donc aussi d'une certaine manière, parce qu'il s'est refroidi, parce que la longueur d'onde de cette flamboyance initiale s'est allongée, c'est évidemment aussi la preuve de ce que notre univers est en expansion. Mais vous faites remarquer une chose qui est assez frappante, c'est que finalement, par rapport aux historiens, disons, aux géologues, vous avez un avantage, c'est que, étant donné que la vitesse de propagation de la lumière est limitée, quand vous observez, les astronomes, quand ils observent certains éléments du cosmos actuel, ils voient directement dans le passé, puisque ce qu'on voit, ce sont des objets tels qu'ils étaient au moment où la lumière est partie. Très juste, oui. Donc on voit aujourd'hui des galaxies qui ont à peu près 13 milliards d'années et qui donc très probablement n'existent plus. Comme on les voit comme elles étaient il y a 13 milliards d'années. C'est vrai que ça, c'est un côté tout à fait fascinant de pouvoir voir dans le passé. Et ça, c'est un privilège qu'ont les astrophysiciens, qu'ont les astronomes, parce qu'ils voient la situation telle qu'elle était. C'est vrai qu'on peut dire qu'un anthropologue, un archéologue voit aussi des traces du passé, mais des traces, et pas le passé tel qu'il était. On ne voit pas l'assassinat de Jules César. Bien sûr. Alors, au début, bon, il y a le Big Bang, disons, mais si je me souviens bien, au début, c'est surtout des radiations que l'on peut observer ou supposer. Mais avec les radiations, on ne va nulle part. Ce qu'il nous faut, nous, c'est de la matière solide. Ce sont des atomes qui vont former des molécules.
Non, tout à fait. Mais disons que assez rapidement dans cette histoire, bien sûr, tout au début, en tout cas selon le modèle dit standard, il n'y a que de l'énergie. Sachant que la matière, mais celle dont nous parlons tous les deux, c'est ce que l'on appelle la matière baryonique. Oui. C'est cette matière qui est faite de protons, de neutrons, d'électrons. Il est important de préciser cela parce que tout le monde ne sait pas que ça n'est qu'une toute petite partie de la matière de l'univers, peut-être 5%. À côté de cela, il y a une énergie, une matière dite sombre et une énergie qui est aussi qualifiée de sombre, qui sont, disons, des formes de matière, voire d'énergie, qui demeurent encore aujourd'hui beaucoup moins bien connues. Ainsi, dont on est sûr de l'existence. On est sûr de l'existence en ce qui concerne la matière noire, parce qu'on en voit les effets. Elle attire la matière, la nôtre, notre matière baryonique. En ce qui concerne l'énergie noire ou l'énergie sombre, là, on évoque l'existence de cette forme d'énergie pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers. Mais disons, je crois qu'en termes de certitude, de qualité de la modélisation, autant on sait ce que c'est que la matière baryonique, celle dont je parle dans mon livre, et que l'on pressent ce que pourrait être la matière noire en ce qui concerne l'énergie sombre. Et pour autant que je reproduise bien ce que j'ai lu, ce que le chimiste a lu, il y a beaucoup plus d'inconnus encore. Il y a aussi encore pas mal d'inconnus, quoiqu'on est tout de même à un début de modèle, pour une grande mutation, qui est celle qui nous intéresse, c'est le passage de ce qu'on appelle la matière inerte à ce qui va donner les formes vivantes. Alors si je vous ai bien lu, il y a à peu près 2/3 de la durée de l'univers qui se fait sans qu'il soit question de l'une ou l'autre forme vivante. Oui, si vous me permettez, juste pour ne pas faire un saut trop important, oui. À la suite de votre première réponse, et c'est moi-même qui nous avons, on s'est égaré un peu. Non, mais donc, effectivement, disons très tôt, il y a des protons, des neutrons, des électrons, mais avec ça, on n'aurait pas encore fait grand-chose. Et puis, ces protons, neutrons, électrons, dans un univers qui était en expansion, mais en raison d'inhomogénéité locale, donc d'attraction gravitationnelle plus forte en certains endroits, il y a eu effectivement agrégation de cette matière et sont nées les premières étoiles. Et il faut juste dire ici que les étoiles sont d'extraordinaires creuset dans lequel la matière plus compliquée, le carbone, l'azote, l'oxygène, se forment par des phénomènes de fusion nucléaire ou par d'autres processus encore. Et donc, maintenant votre question est la suivante. Bon, comment est-ce que ça s'est passé? Donc, sachant que ces étoiles de première génération, là on n'est plus dans des hypothèses, on est dans des quasi-certitudes, puisqu'on peut observer des étoiles qui explosent, qui rejettent dans l'espace autour d'elles de la matière. Cette matière forme des anneaux autour de l'étoile qui vient d'exploser, ou des nuages dits interstellaires. Et c'est au sein d'un pareil nuage qu'il y a environ 4,5 milliards d'années, s'est formé notre système solaire. Et là, de nouveau, on est dans le domaine des quasi-certitudes, voire des certitudes. Et sur cette Terre, donc, qui a 4,5 milliards d'années, assez rapidement, sur cette Terre, il y a de l'eau liquide, il y a des preuves observationnelles qu'il y avait probablement déjà de l'eau liquide sur la Terre lorsqu'elle avait 4,4 milliards d'années. Et alors, quelque part entre 4, disons, et 3 milliards d'années d'ici, il y a alors le phénomène que vous évoquez, c'est-à-dire cette transition, cette émergence, ce passage d'une matière non vivante à une matière vivante, en étant très attentif au fait que lorsqu'on utilise des termes comme cela, on biaise soi-même le problème. Dans la mesure où on a l'impression qu'on est dans une situation de logique dure, c'est non vivant ou c'est vivant, mais il est évident que dès qu'on s'intéresse à la transition, on est passé par des états de la matière intermédiaires entre le non-vivant et le vivant. Aussi étrange que cela puisse paraître lorsque je m'exprime comme ça, il faut quand même se rendre compte qu'il faut faire attention, et surtout en science, que lorsque les mots deviennent des obstacles, il faut en changer. Il faut se rendre compte qu'on n'est pas dans une logique du tiers exclu, nécessairement pas lors de cette transition. Donc il y a différentes étapes entre le minéral pur et le vivant Absolument. évolué. Oui, et ces étapes, c'est quoi? C'est la formation de molécules de plus en plus grosses, de plus en plus... donc je crois que si on essaye disons, si l'on décrit
oui, si l'on décrit ce dont on est aujourd'hui sûr, je crois que, par exemple, la formation de ces éléments constitutifs du vivant, qui sont fort importants, qu'on va appeler les acides aminés, par exemple, ou les bases des acides nucléiques, il n'y a plus ce n'est plus une question. C'est-à-dire, on sait que dans un univers ou dans une galaxie dans lequel le carbone, l'azote, l'hydrogène, l'oxygène sont des éléments abondants, on le sait. Et on sait pourquoi, c'est en raison des modes de nucléosynthèse dans les étoiles. Donc, dès lors qu'on sait que ces atomes, ces éléments sont abondants, dès lors qu'ils peuvent former des molécules, il est assez évident qu'ils vont se former des molécules que nous qualifions d'organiques. De nouveau, ne nous laissons pas prendre par les mots. Le mot organique vient du fait que c'était des molécules qu'on extrayait des êtres vivants, mais aujourd'hui, on appelle organique toute molécule que contient du carbone associé à tout autre élément. Et donc, effectivement, les briques du vivant ne nous posent plus problème. Il n'y en a pas seulement sur la Terre autrefois, il y en a un peu partout dans l'univers. Oui, il y en a dans les nuages interstellaires. Pas d'acides aminés, on n'en a pas encore détecté, mais c'est lié au mode de détection. Et tout porte à croire qu'il y en a, mais on n'arrive pas à les détecter par les techniques spectroscopiques. Mais on en trouve dans les météorites, par exemple, des météorites qui tombent sur Terre. Donc, les briques élémentaires ne nous posent plus problème du tout. Vous voulez dire qu'on en trouverait, on aurait des raisons d'en trouver un peu partout dans l'univers? Oui, absolument. C'est banal. Non, c'est très banal. Donc les briques élémentaires du vivant sont d'une extrême banalité. Encore faut-il qu'elles s'organisent. Voilà. Alors il faut qu'elles s'organisent en macromolécules, ce qu'ont par exemple des protéines, et puis en systèmes que l'on qualifie de supramoléculaires. Donc des molécules en interaction formant des systèmes. Et donc, on a effectivement des scénarios pour ces étapes successives dans la complexification. Donc, par exemple, la formation spontanée de membranes, c'est quelque chose qu'on peut étudier au laboratoire, qu'on peut simuler au laboratoire, je veux dire. Et si on veut aller tout de suite à mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas encore, ou qu'est-ce que l'on, disons, quelles sont des étapes, ou quelle est une étape pour laquelle il y a certes des scénarios, mais là vraiment on est très loin de certitude, c'est l'apparition spontanée du code génétique. C'est ce que moi je décris parfois d'une manière un peu provocante comme étant l'étape par laquelle la matière, qui s'auto-complexifie, autogénère une forme de sémantique moléculaire. Parce que pour qu'il y ait message, le problème n'est pas tellement de comprendre comment se forme, c'est l'ADN, disons, si on veut prendre l'ADN, mais pour qu'un message... Comment il contient de l'information. Comment il contient de l'information. Il ne suffit pas d'avoir une macromolécule, comme je dis souvent, un code de la route écrit en chinois n'est pas un code pour vous ni pour moi. Il faut pouvoir le lire. La lecture est évidemment se fait au niveau moléculaire, je n'y mets rien de plus. Mais donc il y a des problèmes de coévolution moléculaire. Et là, on est devant de beaux problèmes, mais c'est bien pour les jeunes générations. Ils ont du pain sur la planche. Bon, je ne veux pas vous brusquer, mais comme il nous reste tout de même qu'un temps limité, je veux en venir à l'essentiel, à mes yeux. Vous publiez ce livre dans la collection L'interrogation philosophique. Bon, il y a d'ailleurs ce que vous dites tout de même des applications philosophiques. Bon, nous assistons pour le moment à une offensive créationniste, néo-créationniste, tout de même assez remarquable. Pour l'homme de science que vous êtes, dans un discours comme celui que vous nous proposez ici, qu'en est-il? L'univers est-il objectif ou est-il projectif, comme aurait dit Monod? Est-ce qu'il correspond à un projet? S'il y a projet, il y a auteur de projet, ou bien est-ce qu'il s'est fait tout seul, et alors comment a-t-il fait? Oui, comment a-t-il fait? Bon, voilà. C'est ce que j'ai essayé de décrire, donc c'est aussi la réponse à la question. Sans du tout, disons, avoir une espèce de position sursimplificatrice ou exagérément réductionniste. Donc, loin de moi de tenir un discours en disant on a tout compris, tout ça est évident, mais je trouve que les années passant, les décennies passant, les siècles passant, on se rend quand même compte que même pour arriver à des formes très complexes de la matière, comme par exemple les premiers êtres vivants qui sont des unicellulaires, et puis après cela, grâce à l'évolution darwinienne, on arrive à expliquer ce que j'appelle des montées en complexité sans faire du tout intervenir disons, quoi que ce soit qui organise le système, le contraint à aller dans cette direction, à préprogrammer la direction dans laquelle la matière devait aller. Selon moi, elle est allée dans cette voie-là, et heureusement, on est là pour en parler. Elle aurait pu aller dans une autre voie, exactement comme l'évolution biologique. Je ne suis pas convaincu
mais qu'il devait absolument apparaître la vie, que c'était inéluctable. Ça n'est pas évident pour moi, ça s'est passé. Est-ce que vous penseriez non déraisonnable qu'il y a ailleurs dans l'univers Oui. d'autres formes de vie différentes Je de la pense nôtre? que ça n'est pas déraisonnable, à moins de penser que l'apparition de la vie sur Terre est un acte unique, de probabilité très très faible, mais qui s'est produit par hasard. Mais alors effectivement, je ne m'intéresserai pas au problème, parce que la science n'a rien à dire à propos des miracles, fussent-ils laïques. Et donc, je crois que toute personne qui travaille dans ce domaine-là doit au moins, disons, faire l'hypothèse que la vie sur Terre n'est pas unique et que donc, compte tenu de la taille de l'univers, de la multiplicité certainement des lieux dans lesquels il y a de l'eau liquide, enfin il y a les ingrédients, que des formes très complexes de la matière, qu'on appellerait matière vivante, se soient développées, oui sans doute. Maintenant, on ne me poussera pas jusqu'à dire, et donc il y a sur une hypothétique planète d'autres êtres pensants qui en ce moment-ci sont occupés à dialoguer comme nous le faisons tous les deux. J'ai employé tout à l'heure le mot créationnisme qui est revenu à la mode. Soyons bien précis dans les thèmes qu'on emploie. Le modèle que vous proposez n'est pas créationniste dans un sens particulier qui est ce qu'on appelle le fixisme, c'est-à-dire le fait que le créateur aurait fixé chaque forme une fois pour toutes dans son originalité. Oui, c'est très bien de mettre, disons, cette mise au point est importante parce qu'il est évident que si on s'en tient à l'étymologie du mot créationniste, bon, ben, je pense que tout croyant est créationniste. Bon, il pense qu'au départ, il y avait une force transcendante, une volonté. Mais bon, autre chose est d'en se tenir, et c'est ce que font actuellement les créationnistes, non, malheureusement pas uniquement américains, c'est de conjuguer ou d'accoler, disons, créationnisme et fixisme. C'est-à-dire que ce créateur aurait non seulement créé le monde tel que nous le voyons, et comme une fois pour toutes, éventuellement en 6 jours, mais une fois pour toutes. Et donc, ça, évidemment, là, la science ne peut que constater avec regret qu'il y a encore des gens qui pensent ainsi, mais c'est tellement absurde que, à part de dire que ça n'est pas scientifique. Donc, l'évolution darwinienne, pour vous, est quasiment un fait établi. Alors, l'évolution est un fait établi. Et ce que Darwin a apporté avec la théorie, disons, la sélection naturelle, c'est un des mécanismes par lesquels, certainement, l'évolution procède. Est-ce le seul mécanisme? Sans doute pas. D'ailleurs, le même Darwin parle aussi de sélection sexuelle, par exemple, comme mécanisme. Donc, c'est en tout cas certainement un des mécanismes, mais ce qui n'est pas du tout contestable, c'est qu'il y ait évolution. C'est-à-dire que tous les êtres vivants sur Terre, que ce soit vous, ou la rose, ou le réséda, comme aurait dit un grand poète, nous avons le même code génétique, nous sommes faits des mêmes acides aminés, et il y a, pour toute la vie qu'on connaît sur Terre, certainement une origine commune. Nous n'avons pas encore parlé d'un concept fort à la mode pour le moment, et de plus en plus, qu'on appelle le dessin intelligent, intelligent design, qui est évolutif. Qui est évolutionniste, n'est-ce pas? Mais qui dit que ça ne se fait pas par hasard et qu'au fond, il y a un programme qui a été pensé. Est-ce que ce programme est suivi? Est-ce que ça vous paraît en partie recevable? Mais c'est-à-dire que si des gens préfèrent penser cela, je pense autrement. Ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est lorsque on essaye de nous expliquer que cette conception doit être enseignée dans des cours de sciences. Parce que il y a beaucoup d'hypothèses que l'on peut formuler, pour lesquelles la science n'est pas là pour montrer la fausseté de n'importe quelle affirmation. Si j'affirme que dans l'univers, il y a une planète en chocolat sur laquelle il est écrit que le nom du club gagnant du championnat de football, vous pouvez me dire que c'est absurde, et je vais sans doute être d'accord avec vous, mais si j'ai dit la science peut-elle prouver que c'est faux? Elle n'y arrivera jamais. Donc, il est clair que là, on est devant, disons, une proposition, mais pour laquelle il n'y a absolument rien qui l'étaye. Donc c'est une idée. S'il y a des gens qui sont heureux avec une pareille idée, pourquoi pas? Mais en tout cas, cela ne doit jamais être enseigné, selon moi, dans un cours de science. Ça ne relève pas du tout de la science, mais comme la religion ne relève pas de la science, pour moi. Je voudrais vous poser une dernière question, mais qui est assez particulière. Pourquoi avoir écrit ce livre? Pour vous convaincre de quelque chose? Pour en convaincre d'autres, ou bien parce que cette histoire que vous racontez, c'est finalement
un récit extraordinaire. On dit parfois que la science dessèche les cœurs et qu'elle elle désenchante l'univers. Mais je trouve ce livre d'un lyrisme, d'une poésie extraordinaire. Est-ce que vous accepteriez de dire que c'est un livre poétique? Enfin, ça, je vous les juge. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que si je l'ai écrit, c'est évidemment parce que cela me faisait grand plaisir de l'écrire. Effectivement, quand on écrit un livre, on finit toujours, enfin, il y a toujours un moment où on se dit qu'on espère que le lecteur ou certains lecteurs y prendront plaisir. Mais c'est ça ma motivation. Je n'y avais pas un message à apporter. C'est vrai que j'étais à une période de ma carrière, disons, telle que je me disais, ben voilà, ça me plairait d'écrire sous la forme d'un ouvrage, disons, un certain nombre de choses que je sais, et disons, de notions que j'aime bien, qu'il me semblait utile de mettre ensemble dans cette démarche de généraliste à laquelle je tiens beaucoup, je dois l'avouer. Vous croyez que c'est à cette condition de pluridisciplinarité, d'humanisme, si j'ose employer ce mot qui est parfois un peu démodé, qu'on trouve du plaisir et même du bonheur à être scientifique et à faire de la science? Je n'ose pas parler, je ne vais pas parler pour les autres. En ce qui me concerne, je n'ai aucun doute là-dessus. C'est évidemment, certainement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire durant l'essentiel de ma carrière, une science pure et dure, classique, je dirais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en suis à me dire que c'est quand même dans cette démarche de généraliste qu'on trouve un plaisir peut-être plus grand encore. Professeur Reiss, grand merci pour cette promenade dans cette longue histoire de la matière, c'est-à-dire de nous-mêmes, ne l'oublions jamais, que vous qualifiez de complexité croissante depuis des milliards d'années. Merci pour le lyrisme de votre livre, merci pour nous avoir fait rêver tout en nous apprenant des choses. Et maintenant, redescendons sur Terre.